Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va vous expliquer pourquoi il vaut mieux, lorsque c'est possible, tourner en shutter angle plutôt qu'en shutter speed. Et surtout, qu'est-ce que c'est que le shutter angle? Et avant de commencer la vidéo, je vous mets juste un petit lien dans une petite fiche ici. Allez jeter un œil sur la vidéo de Miraka qui annonce sa formation sur l'exposition du log. Tout le monde tourne en log, il faut savoir l'exposer. Ça ne s'expose pas comme dirait 709. Les places sont limitées. Voilà, mais je vous mets le lien ici, vous avez toutes les infos. Alors pour tous ceux qui utilisent du DSLR, normalement vous tournez avec un shutter speed, savoir une vitesse. D'accord? Donc un cinquantième, un centième, un 200e, que sais-je encore. Mais pour les autres, ceux qui viennent du monde de la caméra, on réfléchissait plutôt en angle. Donc shutter angle, c'est le mot américain, voilà. Pas de spoiler, je pense que là-dessus ça allait. Et j'ai pas envie de dire que ce sont deux mondes qui s'opposent, vu que c'est, on va dire, deux terminologies qui, in fine, produisent exactement les mêmes effets. Simplement, il y en a un qui est beaucoup plus facile à appréhender d'un point de vue temporel, et l'autre qui est tellement plus simple sur un tournage et qui évite de faire des grosses boulettes, et qui est shutter angle. Alors déjà, commençons par le shutter speed. Je pense qu'on est tous au courant de ce que c'est. Si on met un shutter speed à 1/50e, ça veut dire que chaque image qu'on va enregistrer aura été exposée à la lumière pendant 1/50e de seconde. Voilà, on divise une seconde en 50. Ça pose de problème à personne de comprendre ça. Et alors pourquoi fait-on ça? Alors ça, c'est une règle qui est assez intéressante. Pour expliquer simplement, pour ceux qui ont fait un petit peu de photos, ou même pour ceux qui n'en ont pas fait, explication. Si vous partez d'un shutter assez bas, je veux dire n'importe quoi, 1/10e de seconde, ce qui est relativement bas quand même. Du coup, vous ouvrez votre obturateur, la lumière rentre et imprègne votre plan film, okay, et vous fermez votre obturateur. Et toute la lumière qui a pu rentrer s'est imprégnée dans votre film. Seulement, s'il y a quelqu'un qui est en train de bouger au moment où vous étiez ouvert, eh ben, il va apparaître flou. Pas flou, genre un flou flou, mais un flou de mouvement. Pas un flou, c'est rigolo, pas un flou. Non, ce sera un flou de mouvement. Il y aura ici une traînée derrière lui. Ça, c'est le résultat que ça va donner en photo. À l'inverse, si vous avez un shutter assez rapide, 1/1000e, tac tac, vous ouvrez, vous fermez direct, la lumière imprègne, il y a moins de lumière qui rentre forcément, mais du coup, si quelqu'un est en train de bouger, il aura des contours beaucoup plus nets. Ça, c'est les règles de photo. Alors pourquoi je parle de la photo? Parce que tout simplement, l'image animée, le film, c'est juste 25 photos mis bout à bout toutes les secondes. Et puis ça donne l'impression du mouvement. Voilà. Mais en soi, il n'y a pas de mouvement enregistré, ce sont des images fixes à chaque fois. Et alors ce qui se passe lorsque vous enregistrez quelqu'un qui est en train de courir et que vous avez un shutter qui est relativement bas, vous allez vous retrouver avec beaucoup de flou de mouvement d'une image à l'autre. Et ce flou de mouvement va donner une sorte de fluidité au mouvement de la personne. Mais si vous en avez trop, ça devient irréel. Oui, parce que dans notre vie, on voit personne se déplacer avec des lignes derrière, un petit peu comme Flash. Ça n'existe pas. Ça, c'est à la télé seulement. Du coup, on serait tenté de se mettre au 1/1000e, de manière à ce que chaque image soit bien nette. Le problème en faisant ça, c'est que entre chacune des images, notre sujet va bouger. Et si on part du principe que notre sujet est parfaitement net d'une image à l'autre, eh ben on va avoir l'impression que notre sujet se téléporte entre chacune de nos images. Et ça va faire une image qui est relativement saccadée. Donc ça, on l'utilise beaucoup, par exemple, dans les scènes de combat. Voilà, ça donne un côté très nerveux à la caméra. On monte le shutter speed, donc on réduit le temps d'ouverture de notre obturateur, et du coup, on a l'impression que c'est beaucoup plus saccadé. Et l'œil humain, il est quelque part entre ces deux notions. C'est-à-dire, il est à la fois défini, de manière à ce qu'on puisse identifier les formes, même en mouvement, mais en même temps, on a un petit peu de flou de mouvement qui aide à avoir une vision relativement fluide et qui passe pas mal à la tête. Et on a trouvé que la règle qui fonctionnait le mieux lorsqu'on tournait à 25 images, c'était de mettre son shutter à 1/50e. D'où la fameuse règle, on double la vitesse d'obturation par rapport à la vitesse d'enregistrement. Si vous tournez à 25 images, vous aurez un shutter speed à 1/50e. Si vous tournez à 50 images par seconde, vous aurez un shutter speed à 1/100e. Maintenant, sur les caméras film, c'est un petit peu différent. Sur les caméras film, au moment où on les a inventées, et frère lumière, où vous soyez, on s'est dit comment faire pour exposer chacune de nos vignettes pendant un temps donné. Alors si on prend une pellicule, voilà, gros budget. Si on prend notre pellicule, il faut que lorsque la pellicule passe devant notre fenêtre, elle puisse être exposée
on puisse ensuite fermer notre fenêtre, descendre notre pellicule, l'ouvrir à nouveau, fermer, descendre, ouvrir, descendre. L'intérêt évidemment de la faire descendre quand la fenêtre est fermée, permet simplement de ne pas avoir ce flou de mouvement de la pellicule. Hein. Si la pellicule enregistre son mouvement descendant, on aura un flou de bouger sur l'intégralité de l'image. Pas forcément ce qu'on veut. Mais alors comment faire pour que le défilement de la pellicule soit systématiquement synchronisé avec la fermeture d'un obturateur? Faut savoir que la pellicule, elle descend avec une croix de malle, donc ce sont deux griffes qui sont montées sur une sorte d'axe un petit peu décentré. Et ces deux griffes viennent simplement accrocher les perforations, les font descendre, repartent en arrière, reviennent et les raccrochent. Voilà. Simplement. Tac, 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 tac. Voilà. Et ce mouvement rotatif fait que la pellicule descend à chaque fois d'une frame. Mais ce petit mouvement rotatif, il y a sûrement moyen de le récupérer de manière à pouvoir mettre en synchronisation un obturateur qui s'ouvre et qui se ferme. Je vais vous demander évidemment de ne pas tomber de votre chaise en voyant ces maquettes incroyables qu'on a reproduites, mais si vous prenez votre objectif ici, et votre pellicule, vous pouvez utiliser un axe rotatif. Voilà. C'est le maquettiste de C'est pas sorcier. Merci Jamy. Et chauffe Marcel, ça tourne! En gros, ce mouvement rotatif, on va le synchroniser avec la rotation d'un disque. Alors comme vous pouvez le voir, ce disque, il a une partie qui est ouverte, qui laisse passer la lumière provenant de l'objectif, et il a une partie qui est fermée, qui du coup bloque la lumière provenant de l'objectif. Du coup, lorsque le disque est fermé, opaque, on peut faire défiler la pellicule, et lorsqu'il est ouvert, on laisse passer la lumière pour que la lumière s'imprègne sur la pellicule. Et puis lorsqu'il est fermé, on le défile. On a un disque qui est parfaitement synchronisé avec la vitesse de défilement de notre pellicule. Le disque, en 1/25e de seconde, il fait une rotation complète. Ça veut dire que la moitié du temps, on est exposé. L'autre moitié du temps, on n'est pas exposé. Donc, 1/50e de seconde, on est exposé, 1/50e de seconde, on n'est pas exposé. Mais c'est super, si on est exposé 1/50e de seconde, c'est exactement ce qu'on voulait. Mais à cette époque-là, on ne comptait pas en termes de durée. On comptait en angle. Vous voyez qu'un angle, il peut être droit, fermé, ouvert, obtus, aigu, peu importe, et il peut être plat. Et ici, on a un angle plat. Un angle plat, c'est un angle qui est à 180 degrés. Si j'avais voulu que mon image soit moins exposée, il aurait fallu du coup que mon carton puisse n'être ouvert qu'à 90 degrés par exemple. Et j'aurais doublé ma vitesse d'obturation. Pour une cadence de 25p, j'aurais tourné du coup à la moitié d'un 50e, c'est-à-dire 1/100e. Et du coup, par extension, si jamais j'avais un disque qui était complètement ouvert, il aurait été à 360 degrés. Ça veut dire que l'image aurait été exposée l'intégralité du temps de son défilement, c'est-à-dire 1/25e de seconde. Et techniquement, c'est pas vraiment possible. Ça voudrait dire qu'on aurait enregistré finalement le défilement également de l'image. Alors, quel est l'intérêt, vous allez me dire, de tourner en angle plutôt qu'en shutter speed? Alors prenons un cas très simple. On tourne en 25 images. On a envie de se mettre du coup au 50e. D'accord? C'est la règle. On double. Du coup, quelle est l'ouverture de mon angle à ce moment-là? On l'a vu, 180 degrés. Maintenant, si jamais je me mets en 50 images, du coup, je règle mon boîtier, je me mets en 50, et il ne faut pas que j'oublie de changer ma vitesse. Il faut que ma vitesse maintenant passe à 100, donc il faut que je change mon shutter speed. Je mets maintenant au 100e. D'accord? C'est normal, c'est la règle du double. Qu'est-ce qui se passe pour le shutter angle? Je fais défiler mon image 2 fois plus vite. Ma roue tourne 2 fois plus vite également. Donc, ma roue ne tourne plus en 1/25e de seconde, elle tourne maintenant à 1/50e de seconde, vu que j'enregistre à 50 images par seconde. D'accord? Et la pellicule défile elle aussi à 1/50e de seconde. La moitié du temps, la pellicule sera exposée. La moitié du temps, elle ne sera pas exposée. Moitié du temps exposée, moitié du temps pas exposée. Donc pendant 1/100e de seconde, elle sera exposée, et 1/100e de seconde, elle ne sera pas exposée. Quel est mon angle? Toujours 180. J'ai pas eu besoin de le changer. Si je me mets à tourner à 100 images par seconde, je fais une rotation pendant 1/100e de seconde, la moitié du temps je suis exposé, la moitié du temps pas exposé,
Donc du coup, pendant 1/200e de seconde, je ne suis pas exposé. 1/200e de seconde, je suis exposé. C'est parfait, vu que je tourne à 100 images, je veux justement être au 200e. Mon angle est le même. Je n'ai pas changé mon angle. Là où sur une caméra qui ne fait que de la vitesse d'obturation et pas de l'angle, je devrais changer systématiquement et surtout ne pas oublier. Parce que sinon mon image va vraiment changer. D'accord ? Le look de mon image, j'aurai davantage de flou de mouvement. Le problème qui s'additionne à ça et qui pour moi est encore plus grave, c'est lorsque je vais revenir en 25. Combien de fois le shutter va rester au centième? Combien de fois il va rester au 200e? Et ça va poser problème, parce que vous allez perdre de la lumière. Et le premier réflexe que vous allez avoir, ça va être de changer votre diaph, d'augmenter la lumière, de monter les ISO. Mais certainement pas de vérifier votre shutter speed. Je pense que ça a dû arriver à tout le monde à un moment donné, de ne pas se rendre compte de ça. Alors que lorsque vous êtes à 180 degrés, peu importe la vitesse que vous choisissez, lorsque ensuite vous repasserez à 25, vous garderez toujours le même look parce que votre obturateur se comportera toujours de la même façon. La moitié du temps exposé, la moitié du temps non exposé. Et vous respecterez toujours cette règle de 2. Si vous avez la possibilité sur la caméra que vous utilisez, mettez-la en shutter angle à partir du moment où vous avez compris cette règle. Lorsque vous êtes en 25 images, vous allez tourner en 180 degrés. Alors maintenant, si vous tournez à 24 images par seconde, votre shutter angle devrait être à 172,8 et non pas à 180. Voilà la petite différence. Voilà, j'espère que vous avez maintenant compris la différence entre shutter speed et shutter angle. Même si c'est un truc qui vient de très très loin, de l'invention des caméras, je pense que ça a toujours sens de nos jours, et même encore plus maintenant où on est capable de faire différentes vitesses au sein d'un même film, d'un même clip, d'une même vidéo. Ça a plus de sens et ça évite les bourdes. Voilà, les bourdes à la con. Voilà. Je vous remets le lien vers la vidéo de Mathieu Meziraka qui annonce du coup la formation log qu'il met en place là sur Paris. On lui a demandé de faire une formation sur le log parce que tout le monde tourne en log, quasiment tout le monde, parce que tout le monde pense que c'est beaucoup plus simple juste pour d'appliquer Salut en post-prod. Non, non, le log sert à plein d'autres choses que ça, à conserver plein d'informations, mais encore faut-il savoir l'exposer correctement. On est partenaire de cette formation avec le forum Le Repère, qui est le plus gros forum francophone dans le domaine de la vidéo, qui existe, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il existe. Des mecs archi calés et tout, allez y faire un petit tour. Si vous avez des questions et tout, c'est souvent bien mieux, bien plus réactif pour suivre des discussions que sur Facebook. Je vous mets le lien dans la description, donc là juste en dessous, le lien vers la page qui vous annoncera le programme. Il n'y a que 9 places par contre, c'est 2 jours, c'est pas très cher, je crois qu'on est en dessous des 400 € pour les 2 jours, sachant qu'il y a de la pratique et de la théorie. Et puis voilà, bref. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo, YouTube Puzzle Vidéo. Tiens, en parlant de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et mettez la petite cloche. Voilà, ça nous fera toujours un grand plaisir. Allez, ciao les gars!